Oui, il y a un monsieur qui avait une question dès le début, donc on va commencer tout de suite avec monsieur là. N'hésitez pas à lever la main, nous avons 3 micros dans la salle pour répondre à vos questions. Je remercie les oratrices et l'orateur pour leurs exposés très intéressants. J'ai une question qui est plutôt centrée sur la thérapeutique. Vous savez, il y a eu 20 ans d'échecs dans la thérapie génique des maladies neurodégénératives. Enfin, j'exagère un peu, mais il n'y a pas eu beaucoup de succès, sauf dans certaines maladies particulières. Et l'exemple typique, c'est la maladie de Huntington, qui était considérée comme celle qu'on pouvait traiter par thérapie génique et dans lequel les adénovirus avec le gène sauvage ont été des échecs. Mais récemment, il y a eu très récemment une biotech qui a montré qu'en faisant de la thérapie génique avec des adénovirus, mais ne contenant pas le gène muté, le gène sauvage, mais contenant une population d'ARN qu'on appelle les micro-ARN, c'est-à-dire des ARN régulateurs, il y avait des résultats très prometteurs. Je voudrais savoir, dans la maladie de Parkinson, d'une part, est-ce qu'il y a des études qui regardent le rôle des micro-ARN? Et d'autre part, est-ce qu'il y a des études qui envisagent d'utiliser les micro-ARN dans une version thérapeutique? Alors, je vais peut-être déjà répondre que sur les études sur les micro-ARN, alors il y a des études sur les micro-ARN dans la maladie de Parkinson. On en a d'ailleurs soutenu une à l'Institut du cerveau il y a quelques années. Maintenant, je vais laisser... Pardon? Il y a Sébastien Carnicella, il y a aussi le docteur Ravassar à l'Institut du cerveau qui a travaillé sur des micro-ARN, si je ne m'abuse. Les longs. Voilà, je vous laisse répondre avant que je dise de bêtises. Oui. Alors, à l'Institut du cerveau, c'est sur une autre forme d'ARN non codant, les longs ARN non codants. Donc, c'est très différent, en l'occurrence. Pour les micro-ARN, il y a eu pas mal de choses faites sur, d'ailleurs, toutes les maladies neurodégénératives, voire beaucoup de pathologies du cerveau, où on voit effectivement des dérégulations. Je ne savais pas pour... ce nouvel essai qui peut être fait dont vous avez parlé. En gros, l'idée, c'est que ce sont des molécules qui sont capables de réguler l'expression des gènes et qui seraient capables, j'imagine, du coup, de corriger les défauts qu'il y a dans la pathologie. Donc, c'est une approche qui est en expansion. Il y a pas mal d'études sur les micro-ARN depuis un moment dans plein de maladies neurodégénératives. Moi, c'est tout ce que je peux dire dessus, puisque moi, je connais plus les longs ARN non codants. Donc, d'une façon générale pour l'ensemble de l'auditoire, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a actuellement toute une frange thérapeutique qui est en cours de développement, mais pas que dans la maladie de Parkinson, aussi dans la SLA, le Huntington et plein d'autres maladies neurodégénératives qui sont basées sur les ARN en tant que tels, pas forcément les micro-ARN, mais ça peut être des ARN interférences, des ARN... donc l'idée est dans les maladies où il y a trop de production d'une molécule en excès, on va empêcher son expression, et dans d'autres maladies où au contraire il manque une molécule, on va au contraire essayer de rétablir son expression. Ça a été aussi fait dans les myopathies, vous avez peut-être vu aussi dans les maladies très grave, l'amyotrophie spinale infantile, donc avec des enfants qui meurent dans la première année de vie, avec un médicament qui a été mis sur le marché, qui aboutit d'ailleurs à la détection maintenant à la naissance de cette maladie pour potentiellement proposer un traitement aux patients. Donc il y a toute cette frange sur l'ARN en général qui est en cours de développement en neurosciences et qui est effectivement très prometteuse. Et on a des essais actuellement dans les maladies apparentées, la maladie de Parkinson, par exemple dans l'atrophie multisystématisée qui sont en cours.
avec des injections intratécales d'ARN qui vont moduler l'expression d'une protéine, en l'occurrence la fascinucléine dont on a déjà parlé. Ouais. Merci beaucoup. On va prendre une autre question dans la salle devant ici, et après. Merci. Alors, comme tu as dit, pas de questions bêtes. Pour l'expérience sur... J'ai 2 questions. Est-ce que je peux? D'abord, une, d'accord. Pour l'expérience sur les rats et pour l'addiction, je voulais savoir pourquoi ne pas avoir pensé à un protocole dans lequel les rats n'ont pas d'interaction. Alors, on les teste classiquement dans des conditions où ils n'ont pas d'interaction. Donc, en fait, c'est toujours la référence de base. Donc, on a effectivement toujours ces effets-là. Alors, pour la dernière manip, étant donné qu'ils appuient sur le levier pour ouvrir la porte, il y a effectivement des expériences qui ont été faites où, au lieu de mettre un rat derrière le grillage, on met un objet pour voir si ça suscite le même intérêt, évidemment. Autant vous dire que ce n'est pas révéler un scoop, qu'effectivement, ça suscite beaucoup moins d'intérêt puisque un objet inerte va susciter une curiosité la première fois et puis après, rapidement, il y a plus d'intérêt. on prend encore une question dans la salle et après on ira des questions en ligne. Il me semble qu'on parlait avant de l'acide alpha-synucléique pour la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Et là, on a entendu une dégénérescence des mitochondries. Ça veut dire que ça a changé de pratique? Est-ce que vous avez... Oui, alors en fait, les mitochondries sont des éléments qui sont dans les cellules. C'est-à-dire que si on prend une cellule comme étant une petite ville, eh bien la mitochondrie, ça va être l'usine de fabrication d'énergie. Et à peu près toutes les cellules possèdent des mitochondries. Donc les mitochondries, elles ne dégénèrent pas forcément, c'est juste qu'elles elles fonctionnent un peu moins bien dans les neurones. Et on pense que quand c'est toutes les cellules dans la maladie de Parkinson, mais on pense que dans les neurones dopaminergiques, principalement, eh bien, les mécanismes de protection qui sont mis en place pour contrer le dysfonctionnement des mitochondries, ils sont moins bien mis en place. C'est pour ça que les neurones dopaminergiques meurent. Alors, donc en fait, on pense que les réponses protectrices liées au dysfonctionnement des mitochondries, elles sont dysfonctionnelles dans les neurones dopaminergiques. Je ne sais pas si j'étais plus claire. Du coup. Donc on parle bien de quelque chose qui est dans la cellule et pas d'une cellule différente. Les mitochondries se trouvent dans toutes les cellules. Oui. Oui, mais je vais faire en ligne. Je vais répondre à quelques questions en ligne aussi, parce qu'on en a beaucoup qui sont arrivées. J'ai une question pour le docteur Cheval, plus technique, plus méthodologique, et je pense que ça intrigue un peu les personnes. Combien de temps peut-on maintenir les organoïdes assembloïdes en culture ? Alors, c'est une très bonne question. On pourrait presque dire le temps qu'on veut. Et là, tous les doctorants et les doctorantes dans la salle ont une larme qui coule. Donc, non, en fait, nous, on les tient 2 à 3 mois, voire 5 à 6 mois. D'accord ? Donc, on cultive et puis on les collecte au bout de 2, 3 mois, 6 mois. Dépend en fonction de la question biologique qu'on a. Donc, dans le projet que je vous ai présenté à la fin, où on assemble justement les assembloïdes, on laisse le temps aux connexions de se faire entre les différentes régions. Et donc, c'est le projet de Pauline Lachal. Elle regarde à 3 mois et puis 6 mois. Et il me semble même qu'elle a pu aller plus loin. Voilà. Et juste pour mettre dans le recontexte du temps, combien de temps on met pour avoir un organoïde ? Du moment où on part avec les premières cultures, combien de temps pour les transformer, pour obtenir un organoïde ? Alors, on peut parler, je dirais, d'organoïdes au bout de quelques semaines.
Mais donc ça va être très immature. Et donc après, il va se développer. D'accord. L'idée, c'est de mimer le développement embryonnaire, globalement. Ok. Et puis après, on augmente la maturation avec le temps. Et donc pour obtenir des neurones dopaminergiques matures, des projections qui fonctionnent, donc on laisse plus longtemps. Et ça, c'est juste d'obtenir des organoïdes. Après, il y a toutes les expériences qu'on va faire sur les organoïdes, qui prennent aussi du temps. Donc une seule expérience peut durer 9 mois, 1 an. Voilà. J'ai reçu une question sur la douleur aussi en ligne. Je reprends une question en ligne parce que sinon on n'aura que la salle. On a une question sur la douleur. L'inhibition des récepteurs à la sérotonine dans la moelle épinière ne pourrait-elle pas induire des effets secondaires non désirés chez l'homme? Bien évidemment. C'est évident. Les résultats de recherche préclinique ne présagent pas qu'on puisse avoir une thérapie dans le futur basée sur ces antagonistes-là. La sérotonine, elle joue aussi sur le côté moteur. Il y a énormément de récepteurs. Le 5-HT2A intervient dans le contrôle moteur. Ce que l'on a, c'est des pistes éventuelles pour aller regarder et raffiner peut-être éventuellement les traitements de demain. Non, effectivement, là on a un gap à franchir qui est encore important avant d'arriver. Et je vais me permettre de pousser la question un peu plus loin. Vous avez parlé de molécules que vous avez testées toutes seules, mais aussi de combinaisons. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en les combinant, on ait besoin de dosages beaucoup plus faibles et que donc, de cette façon, on peut limiter les effets indésirables? Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. Bon, il y a effectivement diminuer les doses. Il y a aussi quand même le développement de nouvelles molécules qui pourraient éventuellement cibler spécifiquement que ces deux récepteurs. Mais ça, c'est la recherche en chimie, en pharmacologie. Donc il y a des pistes de travail. Pour l'instant, on a ce résultat. Il vaut ce qu'il vaut. Il améliore les symptômes douloureux. Ici, c'est l'hypersensibilité mécanique. Je n'ai pas montré, mais c'est aussi la réponse à la température. Donc c'est prometteur. Ça reste un travail préclinique. Et donc il y a du développement derrière pour essayer d'être encore plus spécifique pour aller chez l'homme. Okay. Merci beaucoup. On va reprendre une question dans la salle là-bas. Bonjour. J'avais une question concernant les agonistes et les effets indésirables. Est-ce que vous avez intégré dans l'étude le mode d'administration, donc selon que c'est par voie orale ou la pompe? Alors, donc effectivement, là, dans l'étude précise qu'on a faite, on a fait un équivalent. On n'a pas fait une administration orale, mais enfin, on a fait d'autres tests que je n'ai pas montré là, mais en administration orale d'ailleurs, où on comparait par exemple... c'est un test assez classique chez la souris, on compare l'appétence au glucose, et donc on s'est amusé à comparer le glucose et les agonistes, et il n'y avait pas forcément de préférence pour les agonistes. Donc ça c'est pour la partie orale, mais donc effectivement on n'a fait pas une administration orale dans le cadre de cette étude, mais on a fait un traitement chronique quotidien en une administration, donc qui est plutôt proche de ce qu'on a chez les patients qui prennent le traitement de façon orale, et on ne s'est pas mis dans un contexte de pompe, si c'est ça la question. Voilà, effectivement, certains effets indésirables ont moins lieu quand on est sous pompe apomorphine, en l'occurrence la molécule dont on parle, parce qu'il y a une administration continue, et les troubles des conduites impulsives peuvent quand même exister, mais ce n'est pas forcément aussi présent. Et effectivement, plus on a une administration continue, plus on diminue ce risque. Donc, effectivement, avoir par exemple un patch, c'est parfois mieux en termes d'administration continue que d'avoir un traitement péros en libération immédiate. On est d'accord que cet aspect de pharmacocinétique et de voie d'administration peut jouer sur le comportement. Donc on s'est mis dans la situation qui est la plus proche de celle qui provoque les troubles des conduites impulsives. Vous savez, l'étude que je vous ai montrée qui a été faite par notre équipe, qui montrait les 50% à 50 traitements. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle? Merci pour cette présentation. Mettez le micro bien proche de... Vous m'entendez là? Je ne vais pas le mettre vrai parce que voilà. Moi, j'ai une question un peu basique, pas du tout technique. La question que je me pose, c'est la connaissance de ces effets secondaires n'est pas récente. Ça fait un moment que ça existe. Alors pourquoi, vous me direz, on a qu'à lire la notice, pourquoi lorsqu'un médecin nous prescrit ce traitement, il ne nous met pas en garde contre les effets indésirables, il ne nous explique pas, parce que moi je suis actrice de mon traitement. Si on m'explique les effets indésirables, je vais certainement répondre ben non, c'est trop
trop important. Et la question qui est sous-jacente, c'est est-ce que si on ne prend pas ces traitements qui agissent sur les symptômes, est-ce que la maladie évolue plus vite ou elle évolue au même rythme? C'est-à-dire, est-ce que c'est d'un côté les symptômes ne sont pas présents, mais est-ce que ça a une incidence sur l'évolution de la maladie? Et si on prend le médicament, est-ce que ça ralentit? Parce qu'à ce moment-là, il faut quand même qu'on soit acteur de notre traitement. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes acteur de votre traitement et c'est des conversations qu'on a régulièrement en consultation avec les patients, notamment lors de l'introduction des traitements et également lors du suivi. Il y a plusieurs questions dans votre question. La première est, est-ce que ces traitements sont modificateurs de l'évolution de la maladie? Donc, je l'ai évoqué dans des premières diapositives, c'est des traitements symptomatiques qui améliorent les symptômes, mais qui ne vont pas modifier l'évolution de la maladie. C'est pour ça qu'on continue la recherche. C'est dans le centre d'investigation clinique dans lequel je travaille, il y a beaucoup d'essais de traitements qu'on dit neuroprotecteurs, qui sont une autre approche, pas celle que j'ai présentée là. Donc, les traitements qu'on propose en traitement actuel dans le commerce sont des traitements symptomatiques pour les symptômes et ne vont pas modifier l'évolution de la maladie. Il y en a juste un qu'on peut prescrire, qui a eu une étude qui a montré que ça pouvait un peu modifier l'évolution, mais qui n'est pas suffisamment d'effet suffisamment important pour qu'on arrête la recherche là-dessus. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, les prendre, c'est surtout lié à la gêne du patient. En même temps, on ne va pas être pas bien pendant des dizaines d'années. Je peux vous montrer les photos qui ont été prises au début du siècle, avant la découverte des médicaments. Quand les patients parkinsoniens étaient hospitalisés en psychiatrie, ils étaient très, 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 très mal sur le plan moteur. Et ne pas prendre de traitement symptomatique va clairement être délétère sur la qualité de vie du patient au quotidien. La deuxième question, c'est sur celle des effets indésirables. Moi, j'explique toujours à mes patients que déjà, un médecin, un médicament qui n'a pas de traitement, qui n'a pas d'effet indésirable, c'est probablement un médicament qui ne marche pas. Parce que tout médicament, toute substance qu'on prend d'ailleurs, que ce soit du cannabis, du médicament, un chewing-gum, tout ce qu'on prend, on le met dans notre corps, ça va avoir des effets voulus et des effets non voulus. L'effet voulu, c'est l'effet thérapeutique, les effets non voulus, c'est les effets indésirables. Si on prend trop de sucre, on va avoir des caries, on va avoir du diabète, j'en sais rien, on va avoir plein de choses. D'une façon générale, toute substance qu'on met dans notre corps, médicament ou autre, pourra avoir des effets voulus et des effets non voulus. Donc les effets indésirables, ils existent. C'est presque, entre guillemets, rassurant que les effets indésirables existent, parce que ça nous rassure sur le fait que le médicament, il agit vraiment. Sinon, on pourrait se dire, bon, c'est peut-être de la poudre de perlimpinpin ce qu'on me donne, que ça n'agit pas. L'importance, c'est de les connaître. Et comme vous l'avez fait remarquer, plus les traitements sont anciens, plus on a du recul. Et du coup, c'est souvent pour cela qu'on connaît le plus d'effets indésirables. Parce qu'en fait, on a beaucoup de recul, on a eu le temps de les étudier, on a eu le temps d'avoir toutes les informations. Moi, quand j'ai commencé ma médecine, on ne connaissait pas vraiment ces effets-là. Et puis, on les a vus apparaître et on a bien compris comment les contrôler. L'important, c'est de les connaître pour faire une prescription sécurisée aux patients. C'est-à-dire adapter le mode de prescription. Si on mettait d'un coup une grosse dose de n'importe quel médicament au patient, il ne serait pas bien, il ferait beaucoup d'effets indésirables. Souvent, vous remarquerez, quand on introduit le traitement, on l'introduit à dose toute petite, progressivement croissante. Et effectivement, c'est de notre devoir en tant que médecin de vérifier avec vous que ces effets indésirables n'apparaissent pas. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, on ne va pas spontanément dire « Ah oui, au fait, je voulais vous dire, maintenant, j'ai dépensé en termes de sexualité ou je fais plein de dépenses et je suis en train de mettre mon compte à zéro. » Donc ça, on ne va pas spontanément en parler. Donc c'est important d'être informé, comme vous l'avez dit, précocement pour pouvoir penser à en parler au médecin et puis que le médecin réinterroge régulièrement le patient sur ces symptômes-là. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas du jour au lendemain, on vend sa maison. C'est progressivement, on a des petites choses. C'est tiens, je jouais pas, puis maintenant je passe devant un bar tabac, j'ai envie d'aller acheter un truc pour gratter, ou tiens, je mange un peu plus de plaquettes de chocolat qu'avant. Voilà. Et noter ces petites choses, les dire tôt à son médecin, ça permet en fait de contrôler assez rapidement, puis de diminuer les doses et de changer en mettant un autre médicament. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la maladie de Parkinson, on a plusieurs médicaments disponibles pour traiter les symptômes, et ça aide. Ouais. Mais ce qui est important, vous avez dit, c'est pas nouveau, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme tu viens de le dire, pendant longtemps, en fait, les médecins ne questionnaient pas, parce que c'était pas assez connu, ce type d'effet qui pouvait déborder les comportements hyper dopaminergiques. Et en fait, c'était pas avouable pour le patient, effectivement, d'aller raconter je suis en train de dépenser tout l'argent de ma famille en allant jouer au casino, ou tous ces effets de troubles des comportements, des impulsions. Et donc, en fait, ils ont été tellement peu étudiés à une époque que du coup, il y en avait beaucoup. Et maintenant que tout le monde les connaît un peu mieux,
et les patients, comme vous dites, sont partie prenante de leur traitement, mais et les médecins sont tellement plus avertis aussi et posent mieux les questions, que du coup, il y en a beaucoup moins quand même, parce que quand on veut faire des protocoles maintenant pour s'intéresser particulièrement à des patients parkinsoniens qui souffrent de troubles du contrôle des impulsions, moi, on me répond, bah, tu vas attendre un moment avant d'en avoir un nombre conséquent, parce que maintenant, on les prend mieux en charge, les traitements sont mieux ajustés, et du coup, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est plutôt rassurant. Ça ne fait pas nos affaires en recherche, parce que du coup, on n'a pas autant de sujets, mais c'est quand même un bon signe. C'est qu'évidemment, ça va avec l'évolution de nos recherches au niveau du temps que ça prend, qui a déjà été évoqué précédemment. Il y a des évolutions, vraiment. Je vais prendre d'abord une question qui vient d'en ligne. On va retourner, vous avez compris, on passe un peu d'un sujet à un autre. On va retourner vers les organoïdes. On a une question. Pourquoi utiliser des organoïdes à la place de tissus humains? Manque de donneurs? Alors, non. Enfin, c'est pas simple d'obtenir du tissu humain. C'est pas simple déjà. Et même si on y a accès, c'est très, très, très précieux. Donc, peut-être qu'on peut préciser le type de tissu humain auquel on a accès. Alors, c'est des tissus post-mortem. C'est des tissus post-mortem. Voilà, il faut être sûr qu'on ait suffisamment de tissus prélevés exactement dans la même région. Il faut avoir des tissus aussi contrôle, mais qui ont peut-être une pathologie autre que Parkinson. Donc, ça ne sera pas vraiment des contrôles sains, si on peut dire. On ne sait pas trop. Et puis, c'est très précieux. Donc, en général, on utilise les tissus post-mortem pour vraiment valider des hypothèses à la fin de nos recherches. Là, les organoïdes, c'est justement une possibilité pour nous de travailler sur des cellules humaines, mais dans un environnement très contrôlé. Par exemple, là, dans les expériences que je vous ai montrées, nous avons des organoïdes issus de cellules contrôle, et les cellules dans lesquelles on a invalidé, on a empêché l'expression de la Parkin, c'est les mêmes. C'est-à-dire que le seul changement, c'est qu'on n'a pas d'expression de Parkin. Donc on peut vraiment comparer les deux, les unes aux autres, de façon très stricte. Ça nous permet d'avoir le plus de contrôle possible. Et puis ça nous permet d'avoir plus de matériel. Merci. On va prendre une question au fond de la salle. J'ai les lumières dans la figure. Donc. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Allez-y. Oui, bonjour. Alors moi, je vais revenir de façon pratique. Le patient qui est suivi par un neurologue de ville, pas forcément à l'hôpital, qui va pour la première fois peut-être dire, effectivement, le médecin va lui demander, lui parler des risques, des inconvénients des addictions, des problèmes de compulsion. Les rendez-vous vont se faire de 6 mois en 6 mois. Il ne va pas forcément peut-être en reparler. Le patient, lui, va peut-être être gêné, bien évidemment. La seule chose que le patient va avoir peur, c'est qu'on lui retire son médicament parce qu'il en a besoin et qu'il va peut-être se dire « tant pis pour mes compulsions ». Comment faire peut-être passer le message à des gens qui sont ici ou pas d'ailleurs, de passer à la pompe, à quel niveau, à quelle limite. On va dire si les médicaments, c'est un problème, on va passer à la pompe. On ne parle pas assez des pompes. Est-ce que c'est encore bien connu et bien confortable pour le patient? Et surtout concrètement, comment ça va fonctionner par rapport à ces problèmes de médicaments? Merci. Alors, effectivement, en cas d'apparition de ces effets indésirables, le premier changement, ce n'est pas forcément de passer à la pompe, mais effectivement, ce qu'il faut bien faire passer comme message, et je vous encourage, en tant que vous-même communicant sur la maladie, à bien passer le message autour de vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de molécules disponibles pour les traitements symptomatiques. Parmi les pompes, et peut-être que certains le savent, il y a 2 nouvelles pompes qui sont sur le marché depuis fin 2024. Mais dans les traitements PEROS, souvent, si ces troubles des comportements apparaissent, on va baisser les agonistes et on va pouvoir introduire la L-Dopa. Et c'est un jeu de vase communicant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne va jamais arrêter le traitement brutalement chez les patients. Ce n'est pas du tout l'idée. Et par ailleurs, ça peut être à l'origine d'un risque important sur le plan moteur, avec une raideur majeure chez les patients. Donc, très important de ne jamais arrêter brutalement ces médicaments. Il faut en parler avec son médecin.
et faire de façon concertée la baisse et l'augmentation. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a parlé de ces symptômes, pour que chacun se rappelle qu'il faut en parler à son médecin et que ce n'est pas une honte d'avoir ces symptômes qui apparaissent, c'est un effet indésirable du médicament et donc il faut en parler avec le médecin. Le médecin, ça peut être le neurologue qu'on voit tous les 6 mois, mais ça peut être le médecin traitant quand on en a un, ou un autre intervenant en disant voilà, vous êtes un relais, contactez mon neurologue, je ne sais pas ce que je dois faire par rapport à cette situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on ne va pas forcément directement passer aux pompes. Et le passage aux pompes se fait souvent par des discussions concertées avec le centre expert. Donc, le neurologue de ville peut aussi l'introduire parfois pour certains neurologues en ville. Et sinon, ça se fait de façon concertée avec le centre expert, où on rediscute, on évalue la possibilité du passage aux pompes. Et souvent, les patients vont aussi rencontrer maintenant les infirmières en pratique avancée, pour ceux qui les connaissent. C'est un nouveau métier du soin, mais qui est vraiment extrêmement important, extrêmement renforçant pour le soin rapproché aux patients. Je vais prendre d'abord une autre question qu'on a en ligne, et là qui concerne les 4 chercheurs qu'on a ici aujourd'hui, et qui est beaucoup plus large, qui parle de la recherche en général, et qui demande: les sujets de recherche sont-ils partagés avec des recherches d'autres pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada? Quelle est la part de la collaboration internationale dans la recherche actuelle? Okay. Vous pouvez tous prendre la parole. Je dirais quasiment 100%. La recherche, on ne travaille pas tout seul. On travaille en collaboration et c'est fondamental. On a des expertises différentes en fonction des pays, on a des approches différentes en fonction des pays. Communiquer nos résultats, partager, échanger, c'est fondamental. Donc, la plupart de nos recherches sont collaboratives. D'ailleurs, je tiens à préciser que, ne serait-ce qu'en France, l'Agence nationale pour la recherche finance essentiellement des projets collaboratifs, qu'on est rarement tout seul pour faire de la recherche. Il ne faut pas, de toute façon, on tournerait en rond, on n'avancerait pas, on ruminerait les mêmes idées sans avancer. Donc non, oui, la recherche internationale, c'est fondamental. Mais on a quand même des spécificités culturelles d'un pays à l'autre. Et du coup, par exemple, comme les Français ont été quand même les premiers en stimulation cérébrale profonde à cibler le noyau sous-thalamique, généralement, de façon culturelle, les équipes cliniques françaises pour d'autres applications, d'autres indications que maladie de Parkinson, par exemple l'exemple des TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, les Français sont les fervents défenseurs de la cible subthalamique, alors que les Américains, par exemple, vont privilégier le bras antérieur de la capsule interne. Bon, parfois, ils débordent en disant que c'est l'accumbens, mais ils sont plutôt dans cette zone-là. Et donc, il y a des différences culturelles, mais ça n'empêche pas que, comme tu l'as dit, c'est un métier qui est collaboratif par l'essence même de la volonté de travailler pour la connaissance. Et donc, évidemment, même si parfois on choisit des cibles différentes et des stratégies différentes, on va justement les discuter ensemble. C'est l'objet de nos colloques, de confronter nos résultats pour après, évidemment, émerger sur des choses qui vont être des stratégies qui vont être les plus efficaces peut-être après que chacun dans nos pays distinctifs on ait testé des choses différentes. Mais en fait, ça converge toujours vers la mise en partage qui passe par des publications qu'on fait dans des journaux internationaux, dans les congrès. Et donc après, on peut décider aussi de faire des études en collaboration, et c'est les moyens pour nous de trouver des financements, puisqu'aujourd'hui, c'est très difficile de se faire financer tout seul dans son coin. Voilà. Moi, sur ce sujet, j'aime toujours bien un peu dire que par rapport à quand je faisais de la recherche, moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de compétition. On va dire que c'est moins ça existe toujours, bien sûr, c'est quand même moins chaque chercheur dans son coin qui partage absolument pas ses résultats pour absolument garder tous les financements et avancer. Ça existe toujours, bien entendu, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de grands financements où c'est obligatoirement des consortiums internationaux où il faut mettre des compétences, des expertises complémentaires ensemble. Je parle des projets ASAP, du financeur, du cofondateur de Google qui a des histoires de maladie de Parkinson dans sa famille et qui finance quand même à hauteur de milliards de dollars
des financements où ça doit être obligatoirement des collaborations de chercheurs au travers le monde. Ce n'est pas un chercheur ou un pays, c'est différents groupes de différents pays qui doivent mettre leurs connaissances ou leur expertise. Et je trouve que la recherche a quand même évolué ces dernières années. Alors moi, je vais me porter en faux par rapport à ça, parce que alors, il y a des programmes spécifiques où justement ils sont obligés de dire il faut collaborer, sinon vous n'aurez pas l'argent. Donc évidemment, là-dessus, on est tous copains et on va tous postuler à faire des consortiums et à travailler ensemble. Mais il faut quand même prendre conscience qu'actuellement, on est dans un des pays qui finance le moins sa recherche. Et donc, quand il n'y a pas d'argent, il y a de la compétition, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et en plus, au niveau européen, on met en avant des programmes qui sont hyper élitistes, qui s'appellent le European Research Council, donc ERC. Et c'est des programmes qui vont donner de l'argent à une personne, 2 millions pour 4-5 ans de recherche et rien pour les autres. Donc, en fait, c'est extrêmement... On est dans la culture de la rareté des fonds. Donc, s'il n'y en a pas, ça ne va pas à tout le monde. Ce n'est pas réparti de façon équitable. On n'est plus dans cette période. Et du coup, c'est quand même pas hyper confortable. Alors, heureusement qu'il y a des programmes qui insistent. Et à l'ANR, effectivement, il y a beaucoup de programmes qui sont collaboratifs plus que mono-équipe. Mais c'est quand même... la situation est très compliquée. Donc... faut pas imaginer que d'un seul coup, on est arrivé au pays des lapins roses et où on s'aime tous et il n'y a pas de compétition. Non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, j'ai dit que ça s'était amélioré. À mon avis, je n'ai pas dit que tout était résolu. Et heureusement, il y a France Parkinson qui soutient beaucoup de recherches. On va prendre une question dans la salle, là-bas. Bonjour, merci pour les présentations. J'avais une petite question sur... Vous m'entendez? Oui, il faut mettre le micro. Sur les aspects mitochondriales. Donc, si j'ai compris, vous arrivez à faire le lien entre le stress chronique et finalement les déficiences sur les neurones dopaminergiques. Est-ce que vous avez regardé si en faisant des stress aigus ou en diminuant le stress chronique, on arrivait à ralentir ce problème sur les neurones dopaminergiques, ou alors, en gros, ouais, si en diminuant le seuil de stress chronique, ou si le stress aigu était aussi détrimental ou pas? Alors, c'est une super question. Et en fait, c'est une partie du projet justement de Christiane que je n'ai pas voulu expliquer ici parce qu'il fallait en plus rajouter la notion de stress chronique, stress aigu, etc. Donc un stress aigu, ça va être un stress ponctuel, assez fort, qu'on compare avec un stress chronique comme là ce que je vous ai montré, c'est-à-dire qu'on va stresser les cellules un tout petit peu, mais régulièrement pendant un long temps. Donc nous sommes en train de le faire. Ce que nous sommes en train de regarder, c'est est-ce que les réponses à un stress aigu sont différentes de celles à un stress chronique? Oui, ça c'est le premier truc, c'est un peu différent, on pouvait s'attendre, mais surtout en fait, ce qui nous intéresse dans le cadre de la maladie de Parkinson, où on pense que les cellules sont un peu stressées de base, et donc ce qui équivaudrait à un stress chronique, est-ce que les cellules qui ont subi un stress chronique répondent moins bien ou plus fort à un stress aigu si on compare à des cellules qui ont juste subi un stress aigu? Je ne sais pas si... Et en gros, on essaye de voir si des cellules qui ont été stressées pendant une grande durée, même un tout petit peu, si elles sont capables, lorsqu'elles sont stressées fortement d'un coup de façon ponctuelle, à mettre en place des réponses de protection aussi bien qu'en temps normal. Donc je ne peux pas vous répondre puisque nous sommes en train de le faire. Merci. On va reprendre une question devant, ou je ne sais pas où. Bonjour, donc moi c'est une question d'une néophyte. Je suis la fille de ma maman à la maladie de Parkinson. Donc je voulais savoir, et ça vient recouper avec la notion des financements. Vous avez résumé en 15 minutes des années de recherche, donc on a bien compris qu'on ne verrait pas tout de suite les effets pour les malades. Quelles sont pour chacun de vous les prochaines étapes de vos recherches? Et quand je dis prochaines étapes, ce n'est pas d'un point de vue vraiment technique, mais est-ce que justement la suite est financée? Enfin voilà, je me dis que même pour France Parkinson, la réflexion de se dire est-ce qu'on finance
plein de recherches ou est-ce qu'à un moment, on va aider à accompagner dans le temps des recherches qui ont déjà démarré? Donc la question s'adresse à moi, si j'ai bien compris. Non, mais vraiment pour tout le point. Non. Chacun des... Alors, juste pour vous dire, les choix des projets sélectionnés par France Parkinson, on a un appel à projet chaque année en sciences médicales ou sciences humaines et sociales. On reçoit beaucoup de projets. Je pense qu'on est des grands financeurs de la recherche fondamentale et préclinique en France. On aimerait financer tous les projets. Malheureusement, on n'a pas une enveloppe financière qui est infinie. Et donc, on a un comité scientifique d'experts, cliniciens, chercheurs fondamentaux qui représentent vraiment un peu toutes les compétences françaises et une représentation territoriale qui vont choisir, qui vont sélectionner les projets sur base de leurs valeurs scientifiques, de leur innovation, de leur faisabilité aussi. On fait un classement et on attribue les projets au fur et à mesure de l'enveloppe qu'on a. C'est vrai que ces dernières années, on a attribué jusqu'à 2 millions de financement à des projets de recherche, donc c'est beaucoup. Voilà. Après, c'est vrai que pour l'instant, on a des projets et on n'a pas forcément une continuité automatique d'un financement. C'est quelque chose qu'on a dans la tête, c'est-à-dire de voir si un projet a vraiment des résultats intéressants, prometteurs. Est-ce qu'on attribuerait un financement supplémentaire d'une année pour que le projet soit plus abouti, pour qu'il apporte à plus de résultats, qu'il puisse devenir plus transactionnel? C'est une réflexion qu'on a en ce moment et qu'on a dans la tête depuis un moment, qu'on doit mettre en action, mais voilà, qui est dans nos esprits. Si je peux rajouter quelque chose bon, moi personnellement, enfin, on travaille tous sur de la recherche fondamentale, peut-être un peu plus clinique pour ma collègue, mais préclinique, on est très loin du médicament qui va soigner. Et de toute façon, la recherche publique n'a pas les moyens de financer la mise en place d'un nouveau médicament. Ça coûte extrêmement cher. Donc moi, par exemple, au laboratoire, j'avais un étudiant en thèse qui a travaillé avec moi, qui a publié plusieurs articles, qui a pu faire émerger une proposition thérapeutique dans le contexte des douleurs chroniques, en dehors de Parkinson. Nous avons valorisé ce travail-là, c'est-à-dire qu'il y a un brevet qui a été déposé, et cet ancien chercheur, on va dire, a monté une entreprise, une start-up, dont l'objectif est de récupérer des fonds privés, des investissements privés, pour développer le médicament. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas développer, nous, dans un contexte public, des médicaments de novo. On a besoin de fonds privés. Malheureusement, on vit dans un monde capitaliste. Et donc, il y a des systèmes, des processus comme ça qui nécessitent beaucoup plus de moyens que... Oui, puis moi, je voulais vous répondre, par exemple, sur la continuité de mon projet, qui, pour certains, peut paraître assez éloigné a priori comme ça, quand on dit elle travaille sur le noyau sous-thalamique et les addictions et le contexte social. Et finalement, on voit encore une implication potentielle et donc des effets secondaires potentiels à détecter. Et comme la sociabilité n'a jamais été étudiée chez les patients parkinsoniens, comment elle est affectée par la stimulation cérébrale profonde, il n'y a pas d'étude à ce jour. Et donc, du coup, ça ne sera peut-être pas moi qui vais forcément mettre en place l'étude avec les cliniciens avec lesquels je travaille. Mais par contre, le fait que nous, on montre ça chez l'animal va toujours, et c'est ça qui est chouette dans notre communauté de chercheurs, c'est que les cliniciens regardent aussi ce qu'on fait chez l'animal, en tout cas pour certains, et du coup, ils vont avoir la curiosité d'aller commencer à questionner leurs patients et à regarder. Et du coup, on peut effectivement... avoir dans quelques années justement le développement de recherches qui vont s'intéresser à la sociabilité dans la maladie de Parkinson et comment elle est affectée ou pas par la stimulation. Moi, j'aimerais revenir une seconde sur l'aspect cité par Pascal de la valorisation et des startups. Nous, des fois, on reçoit des mails en disant que c'est scandaleux, les startups sont créées parce qu'elles veulent faire de l'argent et tout. Et je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'en fait, il y a eu quand même un changement dans le domaine de la recherche. Au début, les industriels, ils faisaient la recherche du préclinique jusqu'au développement. Donc, ils finançaient tout. Et puis, ça coûte très cher avec beaucoup de médicaments qui sont perdus en cours de route.
Et donc, en fait, les industriels, ces dernières décennies, je pense, se sont complètement désengagés de la recherche préclinique et fondamentale, qui, du coup, dépend des financements académiques, des financements comme ça. Seulement qu'après, il y a cette espèce de no man's land entre les résultats précliniques et l'industriel qui va vraiment pouvoir le mettre sur le marché. Et ça ne peut être fait que par les startups. Donc, l'existence des startups, des biotech aujourd'hui est indispensable pour passer de cette recherche très fondamentale à l'application clinique. Et donc, c'est vrai que malheureusement, toutes les startups qui peuvent avoir des idées brillantes ne trouvent pas forcément le financement. Il faut intéresser les bonnes personnes, il faut intéresser les bons financeurs. Mais je pense que c'est vraiment une phase qui est aujourd'hui indispensable à la recherche et qui permet vraiment cette transition du fondamental préclinique à la recherche plus appliquée, clinique, qui sera reprise en main par les industriels qui, après, vont pouvoir investir des millions, des milliards pour le porter vraiment. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête toujours. On serait arrivé au bout du temps. On peut continuer 5-10 minutes s'il y a encore des questions. Il y a en tout cas une question là. Ça fait 2 heures que vous êtes assis, donc voilà, si les gens commencent à partir, on va s'arrêter aussi. Mais oui, monsieur. Bonjour, je voudrais savoir la part qui est affectée à la recherche sur les symptômes, d'une part, la part qui est affectée à la recherche pour bloquer, stopper, inverser et guérir la maladie de Parkinson. Quelle est la part de ces 2 volets? Je voulais savoir aussi la place de l'intelligence artificielle maintenant dans la recherche contre Parkinson. Et il y a un chercheur à Tours qui a trouvé propositionné un médicament qui au départ était sur le diabète, stoppe la dégénérescence. Voilà. Je n'ai pas entendu. Si. On n'entend pas. Je pense que ça. Oui. Alors, donc, il y avait 2 questions. Et après, je pense qu'on va tous vous libérer parce que vous en avez marre. Donc, sur les 2 questions, la première question, c'était la part... donc, je ne sais pas si ça concerne la partie préclinique ou la partie clinique en tant que telle. Dans les essais thérapeutiques, en tout cas, il y a un article chaque année qui sort sur le pipeline des études qui sont faites avec les types d'approches symptomatiques versus neuroprotection et puis les différents mécanismes qui sont ciblés par un chercheur en fait qui a une maladie de Parkinson et qui fait la revue chaque année de cette atteinte, de ces pipelines. Et donc globalement, on peut dire que c'est de l'ordre de, je dirais, 50%, ou peut-être 60-40 à vue de nez comme ça. Hein. Voilà. Il y a vraiment un effort sur les 2 types d'approches. Et après, dans les symptômes, il y a aussi ceux qui s'intéressent aux symptômes moteurs et aux symptômes non moteurs, où on a encore là une dichotomie. Pour la partie sur le fameux antidiabétique dont vous parlez, donc je pense que vous parlez du lexixénatide, non? C'est ça? Ou l'exénatide? Il y en a 2 en tout cas qui sont sortis. Donc c'est une étude auquel on a participé parmi les centres NSPARC. Il n'y a plus d'eau. Moi-même, je veux qu'on arrête. Donc, il y a une étude en Angleterre avec une molécule qui a été positive en phase 2 et négative en phase suivante. Et en France, il y a une étude pareille dans la phase précédente qui a été positive et la nouvelle phase n'est pas encore faite. Donc, le mystère reste entier et le médicament n'est pas encore sur le marché dans cette indication. Et vous ne pouvez pas actuellement, si vous n'êtes pas diabétique, si vous avez une maladie de Parkinson, vous ne pouvez pas vous faire prescrire ce médicament en visée neuroprotective dans la maladie de Parkinson, puisque son efficacité et son profil de sécurité n'ont pas été confirmés encore dans la maladie de Parkinson. Donc il faut le prendre dans le cadre d'une étude de recherche clinique qui vous protège, parce que c'est fait dans des conditions qui vous protègent. Par contre, c'est sûr que si on est par ailleurs diabétique, on peut se poser la question de quel choix de molécule on veut prendre dans les multiples traitements antidiabétiques qui existent. Voilà. Mais cette piste thérapeutique existe, elle a été vue et dans un pays en Angleterre et en France, mais elle n'est pas encore confirmée. Merci beaucoup. On va malheureusement devoir arrêter ici. Merci pour tout. J'ai quelques remerciements à faire. Ne partez pas tout de suite, hein. Attendez le bout des remerciements.
D'abord, j'aimerais remercier vraiment nos orateurs d'être venus aujourd'hui. Ils ne sont pas tous de Paris, hein, ils se sont déplacés de Marseille et de Bordeaux aussi, donc merci. Merci d'avoir essayé de simplifier la recherche, c'est pas facile. Je vais remercier la Fondation pour la recherche sur le cerveau, avec qui on collabore depuis des nombreuses années et qui partage aussi avec nous le choix des projets. Évidemment, vous avez raison, applaudissez, c'est juste. Également le DIMSI Brain qui nous soutient pour cette journée. Bien entendu, j'aimerais remercier toute l'équipe France Parkinson qui est là aujourd'hui. Il y a tous les salariés de France Parkinson qui sont là et nos comités. Sans eux, cette journée n'aurait pas été possible. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Je vais remercier vraiment nos comités parce que France Parkinson, c'est des salariés à Paris, mais c'est des comités, des bénévoles, plus de 900 bénévoles à travers la France qui nous permettent de vraiment mener des actions sur le territoire au niveau local par rapport aux réalités locales. C'est la force vive de France Parkinson, donc merci vraiment à nos comités au travers de la France, si certains nous écoutent, et ceux d'Île-de-France qui étaient là aujourd'hui. On peut les applaudir. Nos événements ne seraient pas possibles sans l'équipe qui nous accompagne, qui s'appelle Pointe-Noire, qui nous accompagne depuis 4 ans maintenant. Et comme je dis chaque fois, travailler avec eux, c'est-à-dire travailler sans stress, parce que même quand il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Ils ont toujours toutes les solutions. Donc vraiment, on ne les voit pas, mais je les remercie profondément parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec eux et c'est important. Pour finir, j'aimerais vraiment remercier tous nos adhérents et les donateurs. France Parkinson, sans eux, n'existerait pas, ne pourrait pas financer la recherche. Donc si aujourd'hui on peut vous présenter de la recherche, c'est aussi grâce à nos donateurs. On espère bien sûr qu'on sera tous au chômage très bientôt, ça veut dire qu'on aura trouvé des solutions pour la maladie de Parkinson, mais en attendant, vraiment merci à nos donateurs qui permettent de faire avancer la recherche. Donc on peut les applaudir très fort. Avant de partir, on va vous offrir une petite collation. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est de l'eau, c'est des biscuits. Vous êtes assis depuis 2 heures. Maintenant, il faut se lever et se dégourdir les jambes parce que l'activité physique est importante. Donc, quand vous sortez, on vous donnera un verre. C'est le verre des 40 ans de l'association de Parkinson de l'année passée. C'est un cadeau. Vous pouvez le garder, ramener-le chez vous. Vous penserez à nous la prochaine fois aussi. Et il y aura certains biscuits. L'espace découverte, si vous n'avez pas eu le temps de le voir avant, n'hésitez pas à y aller. Les jeunes chercheurs sont là aussi pour répondre à vos questions. Il y en a certains qui sont des sujets dont on a débattu aujourd'hui. Profitez, l'espace est encore découvert. Merci d'être venus et je vous dis à l'année prochaine.